Lydia a toujours le mauvais rôle, mais ça commence un peu par les côtés pessimistes. Donc le travail que nous faisons nous, depuis 23 ans, c'est apporter des solutions. C'est-à-dire que en ce moment on va dans le mur. Si nous voulons arrêter ces problèmes de dégradation, eh bien il faut arrêter de violer les lois du sol. Et pour cela, il faut d'abord connaître les lois du sol. Et cette connaissance du sol, elle demande de faire l'effort d'aller dans les milieux sauvages, les forêts, les savanes, les steppes, et regarder comment ça marche, puisque la nature, elle fait zéro érosion. Vous êtes dans des zones de parcs nationaux, il n'y a pas les rivières sont transparentes. Ce qu'il faut, c'est comprendre comment fonctionne le sol. Une fois que nous avons compris le sol, nous allons développer des itinéraires techniques agricoles qui permettent de respecter les lois du sol. Parce que vous pouvez vous permettre de violer les lois humaines. Si vous faites attraper par la police, vous irez en prison, mais ça n'a pas des conséquences très, très graves, autres que pour vous de vous retrouver en tôle. Mais violer les lois de la nature, ça se termine toujours très mal. L'homme ne peut pas violer les lois de la nature, il est obligé de les respecter, sinon c'est sur lui que ça va retomber. C'est-à-dire que maintenant, il y a 1 milliard d'hommes qui ne se nourrissent pas. Donc le sol, c'est un milieu très particulier, contrairement à l'eau et à l'atmosphère, qui sont des milieux minéraux, c'est-à-dire constitués d'attaches atomiques, donc des milieux extrêmement solides. C'est impossible de faire disparaître l'eau de la planète, il faudrait chauffer la planète à 100 degrés. Impossible de faire disparaître l'atmosphère, parce que l'azote qui fait 79% de l'atmosphère est une molécule extraordinairement solide. Donc c'est très facile à polluer, nous ne nous privons pas de polluer l'eau et de polluer l'atmosphère, mais on ne peut pas les faire disparaître. Et le jour où on arrête une pollution de l'eau, vous arrêtez de polluer une eau, le lendemain elle est transparente. Vous arrêtez de cracher du gaz dans l'atmosphère, des villes qui étaient extrêmement polluées comme Londres sont maintenant des villes claires. Le sol c'est très différent. Le sol c'est un milieu qui est organo-minéral. C'est le seul milieu de la biosphère qui soit formé de matière organique et de matière minérale. Et il se trouve que les attaches qui lient la matière organique, les humus, avec la matière minérale, les humus, sont des attaches électriques. Les attaches électriques sont extrêmement fragiles. Donc c'est très facile de détruire un sol. Et du fait de cette fragilité des attaches, le sol est un milieu dynamique. Contrairement à l'atmosphère qui n'a pas changé de composition depuis 1 milliard d'années, l'eau n'a pas changé de composition depuis 1 milliard d'années, les sols sont extrêmement dynamiques, ils varient et bougent. C'est-à-dire qu'ils connaissent une naissance, une maturité, et si on ne s'en occupe pas correctement, ils peuvent mourir. Puisqu'un pays comme la France a perdu en moyenne 2 mètres de terre depuis que nous la cultivons. Donc, comment on arrive à attacher de la matière organique avec la matière minérale? Sa matière minérale, c'est à base de silice, sa matière organique, c'est à base de carbone. Si vous demandez à un chimiste d'attacher de la silice avec le carbone, il va vous expliquer que c'est compliqué. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Les racines des plantes et les microbes vont attaquer la roche et vont la transformer en argile. Les argiles sont décomposées en feuillets, comme les feuillets d'un livre, et c'est entre les feuillets que vont venir se stocker le potassium, le calcium, ce qu'on appelle les cations, parce que les argiles sont chargées négativement. Et ce qui est remarquable, c'est que les argiles sont les minéraux les plus complexes de l'univers. C'est-à-dire que la vie, pour lutter contre le désordre des forces physiques de l'univers, elle crée de l'ordre. C'est-à-dire que les forces physiques créent du désordre, on appelle ça l'entropie. La vie, elle fabrique de la négantropie, c'est-à-dire que la vie, pour lutter contre les forces destructrices de l'univers, fabrique de l'ordre. Et elle va donc fabriquer le minéral le plus complexe du monde, l'argile, qui va lui permettre de stocker les éléments nutritifs pour la plante. En quelque sorte, l'argile, c'est la banque que la plante se fabrique pour pouvoir se nourrir. Ces argiles étant négatives, elles sont solubles dans l'eau, ce que je vous expliquais Lydia. Si elles ne sont pas attachées à la matière organique, dès qu'il va pleuvoir, les argiles vont rentrer en suspension dans la rivière. Et elles peuvent rester en suspension plus de 48 heures dans l'eau. Comment le sol il fait pour naître? Il naît parce que la matière organique, elle, va être aussi transformée par la faune du sol, par les microbes, en un composé qu'on appelle l'humus, qui est la substance organique la plus complexe du monde. Donc la vie, elle fabrique le minéral le plus complexe du monde, l'argile, elle fabrique la molécule organique la plus complexe de la planète, qui est l'humus, et elle va attacher ensemble argile et humus grâce à des ions qui contiennent 2 charges positives, calcium, fer, magnésium, aluminium. Une charge va attacher l'argile, l'autre va attacher les humus, et vous allez créer du sol qui est le complexe argilo-humique, qui est le milieu le plus complexe de la biosphère, et qui héberge 80% de la biomasse du monde. Alors voilà ce dont parlait Lydia. Voilà par exemple une rivière en forêt amazonienne. Au nord, vous avez une réserve, la réserve de l'Iguassou. La rivière qui sort de la réserve est absolument transparente. Sur la rive d'en face, les hommes cultivent. La rivière qui sort de la zone cultivée est entièrement boueuse. Donc on voit que la boue dans les rivières n'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène strictement anthropique. Et si nous gérons nos sols, nos rivières redeviendront transparentes. Alors, comment les sols meurent? Toujours selon la même dynamique, quelles que soient les régions du monde. La première façon pour tuer un sol, c'est de mettre des engrais chimiques dedans. Si vous mettez des engrais chimiques sur un sol, vous allez baisser le rapport carbone sur azote, vous allez favoriser les bactéries
qui minéralise la matière organique, et vous allez perdre cette matière organique. À partir du moment où vous n'avez plus de matière organique, la faune va disparaître. Or, la faune, elle a deux rôles fondamentaux. Elle aère les sols et elle permet à l'eau et à l'oxygène de rentrer à l'intérieur des sols. Et deuxièmement, elle va faire une chose fondamentale, elle remonte les éléments minéraux à la surface du sol. Un ver de terre remonte tous les jours son poids de terre à la surface du sol. Donc il remonte la magnésie, le phosphore, la potasse, etc. Et il évite que ces éléments descendent dans le profil. Si vous n'avez plus de matière organique, vous n'avez plus de faune. Dans un pays comme la France, nous sommes passés de 2 tonnes de vers de terre à l'hectare dans les années 50 à moins de 100 kilos. Résultat, les éléments n'étant plus remontés, ils vont descendre dans les nappes phréatiques, vous rentrez dans la dégradation chimique du sol. C'est la pollution des rivières et la pollution des nappes. Cette pollution va donc entraîner la perte d'éléments fondamentaux qui attachent argile et humus. Comme vous avez perdu votre matière organique et que vous avez perdu calcium, fer par lixiviation, eh bien les argiles ne sont plus attachées, vous allez rentrer dans la dégradation physique, c'est-à-dire que votre sol va partir dans les rivières. Et vous perdez votre capital nutritionnel, c'est-à-dire que vous perdez la fertilité de cette terre qui vous nourrit. Donc, bon, évidemment, on accélère le processus avec les pesticides. Les pesticides, vous voyez, à 2 milliards d'euros en 2011. On a augmenté, on avait dit avec le Grenelle environnement qu'il fallait baisser les doses de pesticides. Depuis, on a augmenté, entre 2008 et 2011, on a augmenté 2,6% la production, l'épandage de pesticides sur nos sols. La France fait un énorme lobbying pour continuer à utiliser des pesticides que les autres pays d'Europe ont interdits depuis longtemps, parce que nous sommes le premier consommateur de pesticides d'Europe, donc nous avons des lobbies extrêmement puissants qui font pression sur le gouvernement pour obtenir des dérogations auprès de la CE. Vous voyez, nous sommes le 2e utilisateur du monde. Le Japon utilise 12 kg de pesticides par hectare, il est le premier consommateur de pesticides du monde. La France, 5 kg. L'Europe, en moyenne, 3 kg. Les États-Unis, 2,5. Et l'Inde, 0,5. C'est-à-dire que nous sommes des gros pollueurs. Nous mettons 10 fois plus de pesticides à l'hectare que l'Inde. Bon, il se trouve aussi que cette agriculture intensive fait disparaître les agriculteurs. Donc là, Lydia a fait une petite enquête là, sur l'évolution dans vos départements, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, entre 70 et 2010. Vous voyez, vous êtes passé de 100 000 agriculteurs en 70 à 34 000. C'est un effondrement. Nos régions se vident de leur population agricole parce que les gens ne cessent d'agrandir leur surface, puis ils ont des machines de plus en plus performantes qui leur permettent de s'agrandir. Plus vous êtes grand, plus vous touchez de subventions de la CE, plus vous pouvez vous agrandir et prendre les terres d'à côté. C'est un système absurde, c'est-à-dire que nos impôts sont utilisés pour permettre à 20% des agriculteurs accaparent 80% des aides de la PAC. C'est-à-dire que nous faisons le système le plus antidémocratique du monde. Nos impôts servent à enrichir un petit groupe d'agriculteurs, ce qui est quand même pas normal. Alors comment il fonctionne un sol? Si on veut faire une agriculture durable, il faut regarder comment il marche. Il marche de façon tout à fait remarquable, c'est un milieu extrêmement complexe, mais très logique dans son fonctionnement. On va regarder ce qui se passe aux forêts, puisque la France était autrefois couverte de forêts avant que nous la cultivions. Et cette forêt, comment elle fait pour durer pendant des milliers, même des millions d'années, puisqu'il y a des modèles forestiers qui durent depuis des millions d'années. Et elle fonctionne de la façon suivante. Tous les ans, la forêt elle fait tomber sa litière sur le sol. Cette litière va être attaquée par une faune très particulière, qu'on appelle la faune épigée, qui va manger cette litière et qui va la réduire en éléments de plus en plus petits, qu'on appelle les boulettes fécales. Alors vous avez d'abord les colamboles, un groupe très varié, vous voyez, point de vue espèce, population de colamboles, 3-4 milliards à l'hectare dans nos forêts. Il y a maintenant des sols agricoles qu'on n'a plus du tout en France. Ensuite, vous avez les acariens, pareil, 3-4 milliards à l'hectare, ils attaquent déjà les parties beaucoup plus dures de la matière organique. Vous avez ensuite des animaux encore plus, qui attaquent carrément des bouts de bois, des tiges de maïs, ce sont les myriapodes. Vous avez aussi les crustacés qui attaquent la matière organique, les cloportes, qui ont des mandibules très costauds. Puis enfin des vers épigés qui vont réduire encore plus finement la matière organique. Et le travail de tous ces petits animaux va être de créer ce qu'on appelle l'horizon des boulettes fécales à la surface de la forêt. Vous avez la photo en haut à droite d'un horizon superficiel de forêt. C'est-à-dire qu'en fait, vous marchez sur de la mer pour vous marcher en forêt, et c'est pour ça que ça a ce côté moelleux d'une moquette, c'est qu'en fait, vous écrasez des excréments. Et quand on les regarde à la loupe, en haut à gauche, vous voyez, ça fait comme un empilement de billes. Alors, Lydia va vous montrer, voilà un sol forestier, vous voyez, vous comprenez pourquoi il crée de la porosité, ça n'arrête pas de grouiller là-dedans. En plus, ils travaillent gratuitement, c'est pour ça qu'on les aime pas, c'est qu'ils sont gratuits. Regardez cette aération incroyable. Alors, il y a énormément d'espèces très mal connues. Nous connaissons à peu près 10% de cette faune et de ces microbes, parce que c'est, vous voyez un colambole qui vient de se poser sur un acarien. Vous voyez, ça n'arrête pas. La Terre est
quand on a une caméra, fort grossièrement, on se rend compte que la Terre est toujours en mouvement. Elle n'est pas du tout statique, contrairement à ce qu'on croit. C'est vraiment un milieu incroyablement vivant. Alors, vous avez ensuite l'arbre. Les arbres se sont donc adaptés à cette structure très particulière où les humus sont formés en surface, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les crottes de ces animaux seront ensuite attaquées par les champignons, les basidiomycètes, qui vont fabriquer les humus. Et les arbres, ils vont développer deux types d'enracinement. Ils vont avoir développé d'abord des racines qui vont être horizontales sous la couche de matière organique. On peut se demander pourquoi l'évolution a fait que les racines sont sous la matière organique. Ben, c'est qu'en fait, au printemps, lorsque le sol va se réchauffer, les bactéries vont minéraliser l'humus, vont libérer donc du nitrate, du sulfate, du phosphate, qui vont être entraînés par l'eau de pluie, récupérés par les racines horizontales de l'arbre et renvoyés dans la frondaison. Donc ce qui est remarquable dans le milieu naturel, c'est qu'il n'y a aucune perte, c'est pour ça que les eaux sont pures sous forêt, c'est que dans la nature, la matière organique est au-dessus des racines, et donc tout est récupéré par les racines. Dans le labour, nous créons une absurdité agronomique, nous mettons la matière organique sous les racines. Donc ça minéralise, ça part dans la nappe et les racines courent après. Alors que dans la nature, la matière organique est toujours au-dessus. Donc on voit tout de suite, rien qu'en regardant le modèle d'une forêt, première chose qui devrait être interdite, le labour, qui est une arme de destruction massive des sols, parce qu'elle positionne mal la matière organique. Ensuite, les arbres, ils ont un deuxième système d'enracinement qui plonge jusqu'à la roche. Deux solutions, la roche est fissurée, l'arbre continue. Record d'enracinement en Europe sous chêne, 150 mètres de profondeur. Et les spéléologues qui nous rapportent les racines nous disent que dans les grottes souterraines, l'eau ruisselle le long de la racine de l'arbre. Comme disait Lydia, l'arbre est le seul organisme qui est capable de vous amener l'eau jusqu'à la nappe et en plus de l'amener pure puisqu'elle suit la racine. À cette profondeur, il y a des racines qui meurent et heureusement, il existe une faune. C'est la faune endogée qui nettoie les racines mortes. Alors on retrouve les colamboles, on retrouve des acariens, des espèces assez étranges, encore plus mal connues que ceux qui vivent en surface, des vers et des animaux de très petite taille sont capables de nettoyer même les poils absorbants des plantes annuelles. Et quand vous arrivez au contact de la roche-mère, elle est entièrement tapissée d'excréments de ces animaux qui ont donc fait évoluer les racines. On voit que dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout est en perpétuelle évolution. Donc, donc en résumé, les humus sont formés en surface. Les racines, en attaquant la roche-mère, fabriquent des argiles. Donc les argiles sont fabriquées en profondeur du sol, les humus à la surface du sol. Comment argile et humus se rencontrent pour former le complexe argilo-humide? Il va être formé grâce à une faune. Alors celle-là, vous la connaissez tous, c'est facile à observer, c'est les grands lombrics. Eux, ils habitent dans des terriers verticaux. Toutes les nuits, ils viennent chercher de la matière organique, ils vident leur intestin, ils vont former ce qu'on appelle les turritus, et ils remontent le magnésium, le calcium, le potassium. Et ils redescendent chercher de l'argile. Et c'est dans leur intestin, il se trouve qu'ils ont une glande qu'on appelle la glande de Morène, extrêmement riche en calcium, que va s'effectuer la tâche de l'argile et de l'humus. Les grands vers de terre sont les fabricants de sol. Ils sont plus lourds que tous les autres animaux du monde réunis, et sans arrêt que leur boulot, c'est de fabriquer du sol. Alors évidemment, on pense qu'ils servent à rien, on les trouve moches, n'empêche que sans eux, il n'y a pas de vie possible, il n'y a pas de constitution de sol. Alors, deuxième groupe d'organismes qui habitent à l'intérieur des sols, les racines. La vie a utilisé deux grandes stratégies pour les plantes. Les plantes annuelles que nous cultivons, qui sont donc des plantes à croissance extrêmement rapide, puisqu'elles ont juste l'année culturale pour faire leurs graines et se reproduire, le blé par exemple, eh bien les racines vont pousser très vite. La racine d'un blé en hiver pousse d'1 centimètre par jour, au printemps de 5 à 6 cm jour. Donc comme elle avance vite dans le sol, elle va se protéger par une coiffe. Vous avez une photo en haut à gauche d'une racine de blé en train d'avancer dans le sol, vous voyez qu'il est protégé par une coiffe, et tout de suite derrière, les cellules s'allongent pour former ce qu'on appelle les poils absorbants, qui rentrent en contact avec le complexe argilo-humique et qui se nourrit. Et puis vous avez la deuxième stratégie, c'est la stratégie des plantes pérennes, les arbres, les vignes, qui elles n'ont pas de poils absorbants, qui ont des croissances beaucoup plus lentes de leurs racines, et qui vont vivre en association avec des mycorhizes, des champignons, des basidiomycètes, et qui vont donc s'associer ensemble, c'est-à-dire que le bout de la racine va être recouvert d'un manchon de champignons, l'arbre va envoyer du sucre aux champignons, et en échange, le champignon, avec son mycélium, va dans le complexe argilo-humique chercher tout, l'eau, le phosphore, tout ce qu'il faut pour l'arbre. Ça va permettre aux arbres ou à la vigne de coloniser des milieux que les plantes annuelles ne savent pas coloniser. En bas à droite, vous avez des racines de vigne dans un milieu à plus de 75% d'argile, qu'un blé ne pourrait jamais coloniser, mais que la plante pérenne a le temps de coloniser grâce à ces mycorhizes. Enfin, troisième groupe qui vit dans le sol, les microbes, bactéries, champignons, actinomycètes, c'est eux qui règlent tous les éléments de la planète,
qui règlent le cycle du phosphore, de l'azote, etc. Leur biodiversité est quasi inconnue, nous connaissons à peu près 5% des microbes du sol. Sans eux, les plantes ne peuvent pas se nourrir, la plante est incapable de manger dans le sol, c'est les microbes qui vont les nourrir, c'est-à-dire que les microbes vont rendre assimilables les éléments pour la plante. Alors voilà ce qu'il y a dans un sol vivant, dans un gramme de sol vivant, c'est pas grand-chose un gramme, c'est 10 000 à 100 millions d'actinomycètes, 10 millions à 10 milliards de bactéries, 100 à 10 000 algues, 1000 à 1 million de protozoaires, 10 000 à 1 million de germes de champignons. Quand on pèse l'ensemble de tous ces microbes, c'est 2 à 3 tonnes de microbes à l'hectare. Ils ont une énergie biochimique qui est 350 fois supérieure à la nôtre, c'est-à-dire c'est autant d'énergie que 1000 tonnes d'êtres humains à l'hectare. Et toute cette immense énergie biochimique, l'agriculture chimique l'a totalement ignorée et considère que ça n'existe pas. Alors que c'est la plus grosse énergie biochimique de la planète. Et que le rôle de l'agriculteur devrait être de faire travailler ces microbes. Gros ennui par rapport aux engrais, c'est qu'eux aussi, comme la faune, ils sont gratuits. Et donc ça, c'est quand même très embêtant dans une société du profit. Alors voilà, des sols vivants, normalement, doivent être couverts de champignons. On n'en voit quasiment plus dans le sol agricole. Ils ont quasiment tous disparu. Il faut savoir que le règne des champignons, c'est un règne à lui tout seul. Il y a 3 règnes sur cette planète. Le règne des plantes, des champignons et des animaux. Et c'est les champignons qui sont les organismes qui fabriquent les humus. Alors, pourquoi il faut arrêter le labour? C'est le labour, il enfouit la matière organique, c'est-à-dire il la met sous les racines, ce qui est une très mauvaise idée. En plus, comme il l'enfonce en zone anaérobique et qu'il n'existe aucun champignon anaérobique sur Terre, vous arrêtez la production d'humus. Quand vous labourez, vous ne fabriquez plus d'humus. Curieusement, les céréaliers français ont multiplié par 3 la production de paille à l'hectare depuis la guerre. Ils ont divisé par 2 la teneur en matière organique. Pourquoi? Parce qu'ils enfouissent la paille dans une zone où elle ne peut pas être transformée par les champignons en humus. Donc elle sera minéralisée, mais elle ne donnera plus naissance à l'humus. Le labour en plus crée des compactions qui gênent la descente racinaire. On va vous montrer une photo de ce que l'homme trouve comme une action extraordinaire et qui est en fait une destruction massive d'un sol. Donc là, vous voyez, s'il pouvait avoir un tracteur encore plus gros et le labour encore plus profond, je pense qu'il serait encore plus content. Donc, vous voyez, c'est l'absurdité. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de définir une autre agriculture. Une agriculture qui est basée sur le respect du fonctionnement du sol. Or, les sols, ils ont besoin de quoi? On l'a vu, ils ont besoin de matière organique. La matière organique, c'est le fuel des microbes du sol. Et si vous voulez qu'un sol travaille, non pas à coup de pétrole, comme font, à l'heure actuelle, nous dépensons 10 calories de pétrole pour faire une calorie agricole, une calorie alimentaire. Ce qui est absurde, c'est-à-dire que notre alimentation, notre survie dépend du pétrole, qui n'est pas une source renouvelable. Donc il y a un jour, il va bien falloir qu'on apprenne à se nourrir sans pétrole, à se nourrir avec la vie et le soleil. Donc comment apporter du carbone sur des sols ruinés? Bien, on a plusieurs techniques. On a, pour les agriculteurs, leur apprendre à arrêter le labour. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est très compliqué parce que psychologiquement, les agriculteurs sont extrêmement attachés au labour. Hein. Il y a même des concours de labour dans nos pays. Donc, quand vous dites à un agriculteur, on va arrêter de labourer, c'est un véritable traumatisme. Hein. Vous touchez un mythe extrêmement profond, qui est de la pure mythologie. On n'a jamais réussi à augmenter un rendement avec le labour, mais ça fait partie de la mythologie agricole. Donc là, on fait l'inverse. Tout de suite après la moisson, on sème une plante de culture et on va semer dans la plante de culture. Donc voilà un agriculteur dans Bourgogne en train de semer dans un sorgho. Vous imaginez le choc psychologique que ça représente pour un agriculteur qui était premier au concours de labour, de semer dans des conditions comme ça. Il a l'impression de ne plus être un agriculteur. Donc là, on est face à des problèmes anthropologiques, d'expliquer, il faut casser les mythes. Hein. Et casser des mythes, voilà un autre qui est en train de semer, vous voyez, dans une grosse couverture. Donc là, le but, c'est de recopier le modèle sauvage, remettre la matière organique au-dessus des racines. Alors pour les éleveurs qui retirent leur paille, on leur apprend à semer tout de suite, sans toucher le sol. On sème directement à travers les chaumes, pour surtout ne jamais labourer et mettre cette matière organique au fond du labour. C'est sûr que c'est pas évident hein, à faire. Voilà. Alors le principe du semi-direct, c'est donc, là on est en train de semer un blé dans un sarrasin. Donc le principe, c'est 2 disques, un disque est plus long que l'autre qui fend le sol. À l'avant du tracteur, on peut ou ne pas mettre un rouleau qui écrase la matière organique. Et le deuxième disque qui est collé sur le premier crée un espace dans lequel on laisse tomber la graine. Donc en bas, je ne sais pas si on voit bien, on voit les graines, vous voyez, qui sont réparties. Et ensuite, il y a une roue en biais qui referme le sillon. Donc qu'est-ce qu'on a fait?
on a passé un coup de cutter dans la végétation, on a refermé, et du coup on n'a pas de levée de mauvaises herbes, il n'y a que nos graines qui vont pouvoir germer. En plus, on positionne l'engrais en localisé le long du rang, ce qui fait qu'on arrive à baisser considérablement l'engrais, puisqu'on donne uniquement d'autres graines, et non pas comme on fait à l'heure actuelle, où on met de l'engrais partout, on nourrit aussi les adventices. Là, on localise de façon très précise l'engrais, ce qui fait qu'on travaille avec 3 fois moins d'engrais que dans un système intensif. Alors voilà les plantes sur lesquelles nous travaillons avec Lydia pour trouver les plantes les plus performantes pour créer une structure, parce qu'en fait le problème des agriculteurs depuis 6000 ans c'est quoi? C'est se débarrasser des adventices, et on va le faire en ayant des plantes qui étouffent les adventices, et créer un lit de semences. Ce lit de semences, on va le faire avec des racines au lieu de le faire avec du labour. Donc là on travaille, le grand spécialiste des plantes à gros enracinement c'est Wes Jackson, qui a développé des plantes, on a là des plantes qui font 12 milliards de kilomètres de racines à l'hectare. Donc c'est des plantes qui vous laissent le sol comme du couscous. Donc la graine que vous allez mettre dans ce sol très très aéré, elle va très très bien germer, parce qu'elle est dans un milieu incroyablement aéré et souple grâce à toutes ces racines. Alors voilà les rouleaux qu'on utilise pour aplatir la végétation dans laquelle on va semer, et voilà ce que ça donne. Donc là c'est un agriculteur qui a fait un couvert avec pas mal de tournesol dedans, évidemment on voit pas bien avec, désolé, hein, le truc jaune, c'est pas top. Donc vous voyez, il écrase avec un rouleau à l'avant du tracteur, et derrière le tracteur, vous avez le semoir qui est en train de semer la culture. Donc là, il est en train de semer un blé dans un couvert, vous voyez, qui est important, et voilà le semoir qui est derrière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, cette végétation que nous couchons porte le poids du tracteur, donc il n'y a pas de compaction du sol. Et vous voyez, là, vous avez un système qui évidemment, psychologiquement, je vous dis, c'est très dur. Hein, c'est une vraie révolution de la pensée, là. Hein, on rentre vraiment dans un autre paradigme, c'est une autre vision. Alors regardez l'augmentation de l'activité biologique d'un sol. Quand on garde, donc c'est une parcelle divisée en deux, la moitié reste en labour, l'autre moitié passe en semi-direct. Regardez comment l'activité biologique remonte. Donc ça, c'est le premier agriculteur que nous avons passé en semi-direct. C'est quelqu'un qui était à 200 unités d'azote pour faire 80 quintaux. Il n'en est plus qu'à 110 unités d'azote. Il ne met plus de potasse, plus de phosphore, plus rien, juste de l'azote. Et on espère bien, parce que maintenant, ça, il a continué à monter, il a 650 d'activité. Notre but, c'est de l'amener à 1 unité d'azote par quintal, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il mette plus de 80 unités d'azote pour faire 80 quintaux de blé. C'est le but qu'on se donne. Et là, sur des itinéraires comme ça, on a fait des reliquats azotés, il n'y a plus d'azote dans le sol. Pourquoi? Parce que la plante intercalaire a tout pompé. Dans l'eau, on ne retrouve plus rien. C'est-à-dire que c'est des itinéraires d'agriculture totalement propre. La pollution est absolument finie, puisque ces plantes ont pompé toute la nourriture que la culture n'avait pas prise, a tout remonté en surface, hein, on a copié le principe de la faune, on a tout remis les éléments en surface, et on fait des itinéraires, on a zéro pollution. Maintenant, on se heurte à des problèmes psychologiques. Ce n'est pas des problèmes techniques, c'est technique quand même, hein, il faut être bon quand même, il faut être un bon agriculteur, mais c'est une vraie révolution. Ça, c'est la vraie révolution. La révolution verte était la destruction des sols, là, c'est une vraie évolution verte. Alors, pour les petits agriculteurs, pour les gens qui ont des jardins, pour les gens qui font du maraîchage, pour les gens qui ont des petites surfaces, ou la vigne, vous pouvez accélérer la restauration de vos sols par des apports directs de matière organique, dont la plus efficace est le bois raméal fragmenté. Donc ça, c'est issu des travaux de Francis Allais, hein, le grand botaniste, qui a montré que l'arbre était en fait un corail végétal, c'est-à-dire l'association de végétaux sur des rameaux avec un tronc commun. Hein, c'est pas du tout une plante comme le blé, hein, c'est vraiment un corail végétal, une association. Et chaque bourgeon est d'une immense richesse, parce que chaque bourgeon est en fait une plante complète. Et donc, quand vous taillez votre haie, vous avez ce qu'il y a de plus riche à l'heure actuelle qu'on connaisse sur Terre, qui est le bois raméal fragmenté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On épand, là, on est sur des causses, abandonnées par l'agriculture depuis le phylloxéra, et on est en train donc de réinstaller une vigne sur ce cause. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a épandu du bois raméal fragmenté directement sur le sol. Sur ce bois raméal fragmenté, il ne faut surtout pas l'enfouir. Hein. On va toujours pareil, hein, respecter le système naturel. On le laisse en surface, on prend un semoir de semi-direct et on sème une culture restauratrice de structure à travers ce bois raméal. Donc là, très vite, les champignons, les basilomycètes qui avaient disparu reviennent, puisque vous leur donnez leur aliment qui est la lignine. Ils sont les seuls à attaquer la lignine dans le monde. Et ils vont donc se multiplier rapidement. Ces mycéliums vont donner à nourrir, vont nourrir les colamboles, les acariens, etc. Ils vont attacher ensemble tout ce bois raméal. Là, on est sur des essais, sur des pentes à 30%, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a absolument pas la moindre érosion. Tout est tenu par les mycéliums de ces champignons. Ensuite, on voit les carpophores des champignons qui commencent à pousser. Voilà les plantes qui commencent à démarrer dans le bois raméal fragmenté. Les voilà qui poussent. Et le cause qui est entièrement reverdi. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a fait rien d'autre. Alors que les agronomes conseillent, voilà, pour vous donner une idée, à gauche,
le cause reverdit avec du bois raméal fragmenté, à droite, ce sur quoi on l'a planté. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur ce qu'on appelle un tas de cailloux. Pour les agronomes, c'était normalement pas possible de redémarrer une agriculture sur ce type de sol ruiné, sur ce tas de cailloux. Ben, vous vous rendez compte que quand vous relancez le système biologique, vous pouvez à nouveau nourrir des hommes sur des terroirs que les hommes avaient abandonnés depuis 150 ans. Alors ça, c'est une expérience que nous avons faite dans la région, sur Maury, donc sur un vignoble qui était vraiment en très mauvais état. Nous avons donc apporté du bois raméal fragmenté issu des déchetteries de Perpignan, et on en a mis entre les deux rangs de vignes. Et on a fait une autre expérience, on en a mis uniquement sur le rang de vigne. Regardez l'activité biologique là où il y a du BRF, entre les rangs ou sur le rang, par rapport à rien sur l'interrang et sur le rang. Regardez comment on a fait exploser l'activité biologique simplement avec des choses qui nous paraissent très simples, qui sont des bois de taille de haie. On a l'impression que c'est rien du tout. Ça relance, c'est une véritable bombe pour l'activité biologique du sol. Et surtout, et ça c'est fondamental pour votre région, c'est que le sol ne va plus chauffer. Regardez le sol qui monte à 38 degrés quand il est nu à 15 heures et est encore à 34 à 18 heures. Il faut savoir qu'une racine de vigne s'arrête de travailler au-dessus de 28 degrés. Donc, quand vous êtes à 38 degrés, ben c'est fini, elle ne travaille plus, la vigne se met en drapeau, elle s'arrête en physiologie, elle ne fera pas bien mûrir vos raisins, elle ne fera pas de maturité phénolique. Alors que vous voyez qu'avec le BRF, on dépasse, quelle que soit l'heure de la journée, quelle que soit la profondeur, on ne dépasse pas 26 degrés, c'est que les racines peuvent travailler toute la journée puisqu'elles sont à l'abri de la montée thermique. Il faut savoir qu'un sol, la température de pasteurisation qui tue les microbes, c'est 41 degrés. Les sols de vigne à nu, qui sont désherbés chimiquement, nous on fait des mesures en France, ça dépasse les 50 degrés. C'est-à-dire qu'en laissant un sol mûr, en été, vous le tuez. Un labour au mois d'août, tout le sol est mort. Parce que vous allez chauffer la terre à 50 degrés, il n'y a plus un microbe qui pourra travailler. C'est-à-dire que le principe du sol, le sol pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit à l'abri du soleil, il faut qu'il soit à l'abri de la chaleur. Ça c'est une des règles, deuxième règle de base de l'agronomie. Première règle, ne jamais enfouir matière organique. Deuxième règle, ne jamais laisser chauffer un sol si vous voulez qu'il travaille biologiquement, activement et qu'il puisse nourrir vos plantes. Voilà, je crois qu'on va conclure. Donc, vous voyez, le sol est un milieu extrêmement riche, une très grande biodiversité et la plus grosse biomasse de la planète. Le sol a besoin d'être aéré. Sans oxygène, les racines ne peuvent pas descendre dans le sol. Et ça, c'est la faune qui va l'aérer. Et le sol vivant, c'est ce qui va servir d'aliment de terroir et donner le goût de terroir à vos vins, à vos olives, à toutes. C'est une ressource limitée. On a détruit beaucoup. On a détruit plus que ce qui nous en reste. Donc, il existe de nombreux systèmes d'agriculture alternative qui marchent. Il faut simplement changer, faire un déclic dans notre tête pour travailler avec la nature et non pas contre la nature. Voilà, merci pour votre attention.